Bonjour mes chers amis. Je vais parler un peu de l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Bonjour, veuillez partager la vidéo, j'ai du nouveau, j'ai quelques ajouts à faire à ma communication de la dernière fois sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Bonjour à tous, veuillez partager la vidéo. Je n'arrive pas à faire de partage parce que je crois que je dois être signalé du côté de Facebook. Donc je ne peux le faire, mais vous pouvez le faire par contre. Bonjour tous ceux qui sont en ligne, je vous invite à partager parce que j'éprouve des difficultés à partager la vidéo. J'ai du neuf, j'ai des éléments nouveaux que je voudrais mettre à votre disposition concernant la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Bonjour mon frère Mexon et bon. Nous allons parler de Paco, nous allons aussi parler des évacuations sanitaires en général. Nous allons parler de la société médicale qui a évacué Guy Brice Parfait Kolela. Ses relations avec l'État congolais. Veuillez partager la vidéo. Il y a de nouveau. C'est vrai que Guy Brice Parfait Kolela a été enterré, mais la vérité n'a pas été enterrée. L'affaire Guy Brice Parfait Kolela ne fait que commencer. Je vous demande de partager la vidéo. Partagez dans les groupes WhatsApp, partagez dans tous vos groupes auxquels vous appartenez. Parce que j'éprouve des difficultés à le faire moi-même. Du fait d'une censure de Facebook. Nous allons aider la famille Kolela à obtenir la vérité sur les circonstances de sa mort, mais aussi à obtenir une compensation pour sa femme et pour ses enfants. Congo
Bon, voilà qui est fait. Je sais que vous serez nombreux à suivre cette vidéo de toute façon. Et comme je suis de garde, je suis à l'hôpital, je ne peux pas rester longtemps non plus. Alors, le nouveau, c'est qu'il y a quelques jours, je crois 2 jours de cela, nous avons suivi une interview sur Zana TV d'un avocat de la famille Guy-Brice Parfait Kolela. Et il a répondu aux questions de Sir Makosso. Et il y a quelques éléments qui nous poussent à croire que toute la vérité n'a pas été dite, n'a pas été faite. Elle n'a pas été dans tous les cas établie. Notamment le fait que le médecin dit, disons l'avocat dit, que le médecin a certifié Kolela comme étant décédé à 1h40 et c'était le 22 mars. Donc, d'après le médecin qui a signé l'acte de décès, Kolela Parfait aurait rendu l'âme à 1h40 le 22 mars 2021. Oui, c'est 2021, voilà. 2021. Mais l'élément qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est le fait que cet avocat dit et confirme que Big Guy-Brice Parfait Kolela est mort sur le sol français. Vous pouvez repartir sur Zana TV, je crois que l'interview est toujours là, vous pouvez toujours la suivre. Il a dit que Guy-Brice Parfait Kolela est mort sur le sol français. Ça veut dire que sur le sol français, ça veut dire que l'avion s'était déjà posé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, en région parisienne. Ça veut dire que l'avion était déjà en stationnement, en taxi, je crois. C'est ça le bon terme. Donc l'avion avait déjà atterri au Bourget. Parce que le sol français, c'est bien celui-là. Ça, c'est un élément qui m'a tiqué. Le second, donc ça veut dire qu'il n'est pas mort dans les airs, parce que nous avons cru qu'il était mort dans les airs. Alors que nous savons que l'avion avait quitté Brazzaville à 15 h. Donc, à 2 h, ils sont arrivés donc à l'aéroport du Bourget. Quand vous essayez de calculer le nombre d'heures, malgré les escales qu'ils ont faites, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. En plus, je voudrais dire aux compatriotes ici que l'heure, en termes juridiques, que l'heure du constat du décès ne signifie pas que c'est l'heure du décès réel du patient. Je m'explique. Je suis ici à l'hôpital, une infirmière m'appelle pour me dire qu'il y a un malade qui ne respire plus, qui n'a plus de pouls, qui ne communique plus, donc un malade qui est certainement en état de mort. Mais comme l'infirmière n'est pas habilitée à certifier un patient comme étant décédé, c'est le médecin qui doit se déplacer. Donc moi, je vais par exemple voir le patient et je constate justement que le malade est décédé et je certifie que le malade est décédé. Mais je ne mets pas l'heure à laquelle, je ne certifie pas l'heure comme étant l'heure à laquelle l'infirmière m'a appelé. Je certifie que le malade est décédé à partir du moment où moi, le médecin, je constate que le malade est décédé. Et l'heure que je pose sur le certificat de décès n'est pas l'heure réelle du décès du malade. Le malade est mort avant, puisque l'infirmière a constaté déjà la mort du malade avant. Mais comme elle n'est pas habilitée légalement à certifier, elle a fait appel au médecin. Donc, l'heure qu'on nous donne de 1h40, c'est l'heure à laquelle le médecin a constaté que Guy-Brice Parfait Kolela était en état de mort. J'espère que vous saisissez la nuance. C'est-à-dire que Guy-Brice Parfait Kolela aurait pu déjà rendre l'âme à 23 h ou à minuit, ou je ne sais pas, à 22 h, et le médecin vient constater à 1h40 que finalement le malade est décédé. Et lui, il porte en ce moment l'heure comme étant 1h40 au moment où il fait le constat. Donc, l'heure réelle du décès et l'heure à laquelle on constate le décès, il peut y avoir un décalage. Donc, il y a des éléments, je crois, qui vont permettre à la justice d'aller un peu plus dans leurs investigations et regarder cette affaire au plus profond et puis nous apporter des éclaircissements. Maintenant, un autre élément qui
que je voulais donc partager avec vous parce que vous avez lu sur la toile des échanges que nous avons eus avec le professeur Bileko qui ont été relayés par un monsieur que vous connaissez, qui habite Brazzaville, qui est tout le temps à Paris. Je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas envie de citer son nom, où il a traité mes questions comme étant des questions stupides. Et donc, M. Bileko donc, avait répondu par le touchement de M. Guy Mafimba, alors qu'il pouvait me répondre directement. Alors, moi, je voudrais mettre à votre connaissance la chose suivante. On nous dit que depuis Brazzaville, Guy Brice Parfait Kolela, le défunt, avait été testé positif au coronavirus. C'est l'information que nous avons eue, que c'était un malade Covid et qu'on l'avait transféré au CH de Brazzaville, qu'on l'avait intubé, selon les dires même du professeur Bileko lui-même, que bon voilà, on l'a intubé, donc il peut maintenant arriver en France et tout cela. Mais curieusement, mes chers compatriotes, quand vous voyez les images de transfert de patient Guy Brice Parfait Kolela, je dis patient parce que je suppose qu'il était en vie au moment où il embarquait à Brazzaville. Guy Brice Parfait Kolela, donc, qui est en vie, qui est un patient du Covid, apparemment testé à Brazzaville, et escorté par son épouse. Vous avez les photos sur Internet. Son épouse et le médecin, donc le médecin, c'est le professeur Bileko. Mais ils sont habillés dans des tenues de ville. Je ne sais pas si je peux appeler ça les tenues normales que nous portons. C'est-à-dire que M. Bileko, qui est à moins d'1 mètre du malade, que Mme Nathalie Kolela, qui est à moins d'1 mètre du malade, n'ont pas porté des blouses, n'ont pas porté des gants, n'ont pas porté des bavettes ou des visières qui leur permettaient de se protéger contre le coronavirus. Alors, cet élément, cette tenue dans laquelle monsieur le professeur Bileko était habillé et Madame Lydie Kolela, plutôt Nathalie Kolela, pousse à croire que finalement, Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas de coronavirus. Que le diagnostic était tout autre. Mais tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est à savoir le diagnostic, excusez-moi, de quoi? Est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce que c'est une embolie pulmonaire? Est-ce que c'est un AVC qu'il avait fait? Mais si vous dites que vraiment il était atteint du coronavirus, vous, professeur de médecine, vous savez, vous êtes à côté du malade ayant testé positif au coronavirus et vous n'avez pas de tenue pour vous protéger. Bon, qu'il en manque à Brazzaville, c'est une chose. C'est une chose. Mais je pense que on aurait pu prendre des précautions, vous aurez pu prendre des précautions pour vous vêtir correctement de façon à éviter de vous contaminer au coronavirus. Puisque le malade, il est là à côté de vous. Il est sur civière dans l'avion, à moins d'1 mètre de là où vous êtes. À moins d'1 mètre de son épouse. Mais son épouse et le professeur Bileko sont habillés dans des tenues de ville, des tenues normales. Ils n'ont aucune protection. Ils n'ont pas de cache-nez, ils n'ont pas de visière, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas la blouse qu'il faut pour se protéger contre le coronavirus. Donc finalement, il n'y a pas de coronavirus. Parce que nous autres soignants à l'hôpital, quand nous allons en salle, quand nous allons aux urgences, rencontrer les malades, consulter les malades, nous portons des tenues. Je crois que j'ai posté certaines photos où je suis en tenue appropriée pour approcher un malade atteint du Covid. Voyez-vous, j'ai mes lunettes, j'ai ma visière. Je crois que je l'ai ici. Je vais vous montrer ma visière, mes chers amis. Un instant. Je suis dans ma voiture, donc j'ai toujours ma visière. Voici ma visière. Quand je vais voir un malade du coronavirus, voilà ce que je mets.
entre autres. Donc je porte ceci. Je mets ceci. Voyez-vous? Je mets mon cache-nez. Je me protège. Parce qu'on peut être aussi atteint du coronavirus. Mais curieusement, le professeur Bileko, le super professeur Bileko urgentiste, a accompagné un malade Covid sans la tenue de protection. Je me réjouis qu'il soit en bonne santé toujours. Et je me réjouis aussi du fait que Madame Nathalie Kolelas est certainement en bonne santé aussi. Mais vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques énormes en voyageant avec un malade Covid sans la protection. Voilà un autre élément qui me poussait à croire que finalement le diagnostic du Covid n'est pas réel. Il n'est pas réel. D'autant plus que dans l'entourage de Guy Brice Parfait, que la personne n'a jamais été testé positif au coronavirus. Donc c'est une invention du PCT. C'est une invention de l'équipage qui a transporté Guy Brice Parfait Kolela. Maintenant, j'en viens à cet équipage. La compagnie qui a transporté Guy Brice Parfait Kolela s'appelle C3 Medical. C3 Medical. Une société gérée par un médecin franco-marocain basé à Paris et qui, parce que vous verrez sur le site de C3 Medical, vous verrez les partenaires de cette compagnie, de cette société. Il n'y a qu'un seul pays, je dis bien un seul pays, qui a signé un partenariat avec cette société, c'est l'État congolais. Les autres sont des sociétés d'assurance des différents pays, hein, du Maroc, certainement de la Tunisie, de France aussi. Je vois NCA, elle est un peu partout, cette société. Mais le seul État qui a signé un contrat avec cette société s'appelle, c'est l'État congolais. Je ne mets pas en doute les capacités de ce médecin. Mais je voudrais quand même savoir en tant que citoyen, parce que c'est l'État congolais qui a engagé, je voudrais savoir les termes de collaboration qu'il y a entre le ministère de la Santé et cette société. La société C3 Medical. En tant que citoyen, nous sommes dans notre droit de demander à voir les termes de collaboration ou de coopération entre l'État congolais et la société C3. Parce que nous savons aujourd'hui que le voyage ou voilà, que l'évacuation de Guy Brice Parfait Kolela a coûté 56 millions de francs CFA. Donc 56 millions de francs CFA, c'est ce que l'État congolais a payé à cette société pour transporter un malade. 53 millions, c'est beaucoup d'argent, mes chers amis. Même pour un État, c'est beaucoup d'argent. Et là encore, on nous dit que c'est une société qui est de bas de gamme. Ça veut dire qu'en temps normal, les autorités congolaises utilisent des sociétés qui chargent plus d'argent pour une évacuation. Donc, quand on sait le nombre des évacuations que nous faisons dans notre pays, je crois qu'il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette société devra aussi répondre. Le médecin qui est le monsieur Sokari, je crois que monsieur Biloko avait comme ça divulgué le nom Sokari, lui aussi devra répondre devant la justice pour nous dire si l'heure à laquelle il avait certifié Kolela, je ne sais pas si c'est lui ou Bileko qu'il avait certifié comme étant décédé sur le tarmac du Bourget. Est-ce que c'est l'heure réelle ou c'est l'heure supposée? Il se peut que Kolela soit mort bien avant cette heure. Concernant les évacuations sanitaires, les évacuations sanitaires restent un grand problème pour notre pays. Pas seulement pour notre pays d'ailleurs, parce que moi j'ai fait des évacuations sanitaires. J'ai travaillé avec des compagnies ici et nous partions dans certains pays, au Mozambique, en Angola, au Ghana, en Éthiopie, un peu partout, pour prendre des malades, au Mali, pour prendre des malades et les ramener en Afrique du Sud.
C'est un grand problème que nous avons. Mais vous savez aujourd'hui, quand nous évacuons des malades de chez nous pour aller en France, en Espagne, c'est parce que, ou au Maroc ou en Afrique du Sud, c'est parce que ces pays ont des structures que nous n'avons pas. Alors, des structures qu'ils ont et que nous n'avons pas dans notre pays, c'est quoi? Parce que je vois, ça soit en train d'inaugurer des hôpitaux ici et là. Mais le problème, ce n'est pas les 4 murs, un toit. Le problème, ce n'est pas seulement aussi le matériel que nous pouvons avoir dans nos hôpitaux. Mais le grand problème, c'est surtout le personnel. La qualité du personnel. Et pour ceux qui auront la chance demain de diriger le Congo, il faudra mettre un accent sur la formation du personnel. Parce que si nous avons les mêmes structures dans notre pays, c'est-à-dire que, hormis les 4 murs en toit, le matériel que l'on retrouve dans les hôpitaux de Paris, de Johannesburg ou de Marrakech, il faut avoir donc le personnel avec des capacités, des personnels outillés, bien formés, qui puissent rendre les mêmes prestations. Parce que la qualité des soins est proportionnelle à la qualité des soignants, de ceux qui dispensent ces soins. C'est là la grande différence. Aujourd'hui, nous pouvons construire, par exemple, je sais qu'on a commencé un programme de construction des hôpitaux généraux dans notre pays. C'est une bonne chose. Je regrette que le programme n'a jamais été finalisé. Mais si nous pouvions disposer de ces 12 hôpitaux généraux dans notre pays, ce serait une bonne chose, ce serait une première étape. Moi, si j'étais un administrateur de la santé, si j'étais à la tête du département de la santé, j'aurais fait des propositions suivantes. Et en tant que citoyen, j'ai fait des propositions suivantes. Pour qu'un jour, on arrête avec les évacuations sanitaires qui nous coûtent beaucoup d'argent. Nous voyons par exemple au Niger, ils ont construit un hôpital de référence, bien équipé. Et voilà, aujourd'hui au Niger, tous les leaders politiques, même les hommes riches, se font soigner sur place. C'est ça la finalité. Dans un premier temps, parce que le Congo est un désert médical, il faut le dire. Le Congo est un désert médical, nous n'avons pas, quand vous voyez les indices ou les ratios médecins-patients dans notre pays, ou sages-femmes-patients, ou infirmiers-patients, nous avons des indices en tout cas de tiers-monde, des pays vraiment sous-développés. Alors, je peux conclure que nous sommes un désert médical. Il nous manque du personnel. Ma proposition serait la suivante. Il faut construire des structures sanitaires dans le pays. Il faut qu'il y ait un hôpital général à Infondo. Il faut qu'il y ait un hôpital général à Ouesso. Donc, dans les chefs-lieux de tous nos départements. Il faut absolument. Mais un hôpital général digne de ce nom. C'est-à-dire qu'avec des différentes spécialités chirurgicales, non chirurgicales, dans tous nos départements. C'est la première des choses qu'il faut accomplir. Si nous voulons réellement arrêter avec l'hémorragie occasionnée par les évacuations sanitaires. Une fois que nous avons des structures construites, il faut en ce moment-là équiper ces hôpitaux. C'est-à-dire qu'un malade d'Infondo ne doit pas aller à Ouesso pour aller faire le scanner ou pour aller faire une radio pulmonaire. Tout doit être fait à Infondo ou à l'hôpital de Ouesso. Qu'un malade de l'hôpital de Ouesso, exceptionnellement, ne peut aller à Brazzaville ou sur Pointe-Noire qu'en cas de pathologie vraiment rare, extraordinaire. Et dans un premier temps, parce que je propose des solutions un peu comme à court ou moyen terme et puis à long terme. Donc à court terme, c'est d'abord quoi? Construire ces hôpitaux, équiper ces hôpitaux en matériel sophistiqué. Et dans un premier temps, étant donné que nous n'avons pas assez du personnel qualifié, il va falloir faire venir du personnel étranger. Oui, je dis que le Congo doit recruter le personnel sanitaire étranger. Parce que nous n'avons pas. Il faut aussi, dans la même foulée, recruter
ou ramener à la maison nous autres qui sommes aujourd'hui à l'étranger. Parce que c'est vrai que nous aimons notre pays, mais parfois quand on pense un peu à la rémunération des conditions de travail dans notre pays, on hésite. Mais si vous dites aujourd'hui que Dieudonné Ngoma, vous pouvez aller travailler par exemple à l'hôpital d'Infondo ou de Wesso et que tout est mis à notre disposition pour faire des prestations de qualité, et si vous dites que vous allez me payer conséquemment pour que je reste, pour que je ne sois pas là en train de regarder... un instant, je vais arrêter. Voilà. Que je ne sois pas là en train de regarder comment aller arrondir mes fins du mois en ouvrant une structure, un petit cabinet quelque part, donc il faut payer conséquemment des gens. Je crois que nous commencerons en ce moment-là à réduire la possibilité d'évacuer nos malades. Parce que le personnel étranger que nous prendrons, nous allons le trier. Il nous faudra par exemple des chirurgiens, il nous faudra par exemple des gynécologues, il nous faudra par exemple des pédiatres, il nous faudra par exemple des radiologues. On peut les recruter dans des pays. On peut recruter en Inde, on peut recruter au Pakistan, on peut recruter à Cuba, que ce soit des contrats individuels, pas des contrats comme ils ont fait à Oyo, parce qu'à Oyo, après, ils se sont retrouvés dans une situation où on ne les payait pas. Vous recrutez individuellement la personne, c'est-à-dire qu'il y a une interview qui est faite et vous recrutez la personne, vous dites voici ce que nous allons vous proposer comme salaire. Ça c'est important, il faut le faire. Donc dans un premier temps, puisque nous avons un déficit de personnel, surtout le personnel qualifié, mais on le cherche ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les nôtres qui vont en France, ils se font traiter par qui? Parfois par des jeunes internes à la peau blanche, et le noir il est complexé. Quand il voit quelqu'un de la peau blanche, il se dit, bon, voilà, c'est le demi-dieu qui vient vous tenir, qui vient vous soigner. Mais des bons médecins, ils sont là. Nous avons, par exemple, des bons médecins aussi sur place au pays. Mais ils ne sont pas nombreux. Vous n'avez pas assez de docteurs, comme le docteur Nkwambon, qui est un bon cancérologue. Il faut donc ajouter, il faut donc, après qu'on ait construit tous ces hôpitaux, après qu'on ait équipé tous ces hôpitaux en matériel, il faut équiper en personnel soignant de qualité. Et la qualité des soignants, au Congo, malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Parce que j'ai été consulté par des gens, des ministres, des parlementaires, qui voulaient venir en Afrique du Sud pour des soins. Il y en a d'autres qui sont allés même en France. J'ai même quelques radios, fiches de radio, qu'ils m'ont envoyées pour des pathologies. Franchement, quand je vois, je ris, je rigole. J'ai dit, mais on va donc payer 56 000 millions à ce Marocain pour prendre ce parlementaire pour l'amener en France, pour lui faire cette petite opération. Et là-bas, on va encore payer je ne sais pas combien d'argent, pour après le ramener à Brazzaville, je ne sais pas, dans un jet privé. Ça fait beaucoup d'argent pour un État, beaucoup d'argent de perdu. Alors que nous pouvons recruter. Nous pouvons recruter du personnel soignant étranger. En Argentine, au Brésil, nous pouvons. Et le Congo a des moyens aujourd'hui de pouvoir payer 1 million de francs CFA à un médecin. Nous en avons des moyens. Parce que quand je vois des futilités, des fêtes, des inaugurations, je sais de quoi, je sais que l'enveloppe est souvent très lourde. Très, très, très lourde. 100 millions pour aller inaugurer je ne sais quoi, une petite entreprise à Pointe-Noire. 100 millions parce qu'on doit aller déposer des fleurs sur la tombe du papa du président de la République. On dépense beaucoup d'argent. Mais 100 millions, on peut donner cela comme salaire, une rémunération pour 100 médecins. À raison de 10 médecins par département. Ce n'est pas rien. Le Congo peut payer même plus que ça. Parce que nous avons de l'argent. Nous jetons de l'argent à la fenêtre pour des futilités. On peut par exemple réduire le budget de l'armée. Réduire le budget de l'armée parce qu'aucun pays ne nous menace. Nous dépensons des sommes faramineuses pour acheter des armes de guerre. Mais cet argent pouvait servir à payer le personnel. À partir du moment où nous aurons le personnel étranger sur notre territoire et que nous avons assuré la couverture en termes du personnel sur l'ensemble du territoire national, vous verrez que le nombre des évacués va être réduit.
Maintenant, puisqu'on ne peut pas garder ce personnel étranger éternellement, il y a des gens peut-être qui voudront à un certain moment changer de pays ou repartir chez eux. Il faut mettre en place un programme de formation sur place ou même à l'étranger. Il nous faut former du personnel. On a fait venir, je ne sais pas, 400 ou 500 jeunes de Cuba. Mais ces jeunes qui sont rentrés de Cuba, ils vont apprendre la médecine. Parce que c'est maintenant qu'ils vont apprendre la médecine. On leur a enseigné, mais apprendre la médecine, c'est au chevet du malade. À l'école, on vous donne quelques notions de base, mais la médecine, ça s'apprend au chevet du malade. Et ces jeunes, 400, je ne sais pas s'ils sont 800, puisqu'on nous parlait de ces chiffres, si nous avions réussi à construire ces 10 hôpitaux régionaux à travers tout le pays, on aurait pu prendre donc de tout ce groupe-là 80 médecins par département. C'est pas rien. Donc on prendrait par exemple à l'hôpital de Ouesso, il y aurait par exemple 80 médecins. Et de ces 80 médecins, on pouvait prendre par exemple 40 renvoyés en formation à l'étranger pour que les autres 40 continuent à assurer un peu les soins. Et quand les 40 là reviennent, 3 ou 4 ans après, on envoie les autres aussi aller se spécialiser. Si nous avons beaucoup de spécialités dans notre pays, mieux ça vaut. Mieux pour la prise en charge aussi de nos malades. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire sur 5, 10, maximum 10 ans. Quand je parle de long terme, c'est maximum 10 ans, on a fini avec cette affaire des évacuations sanitaires. Parce que nous serons en mesure, en ce moment-là, de faire des prestations qui soient identiques à celles que les gens cherchent à les faire en France. Ou, je ne sais pas, au Maroc ou en Afrique du Sud. Le Rwanda a réussi à faire cela. Le Rwanda, bonjour Tom. Le Rwanda a réussi à faire cela. Paul Kagame, le bâtisseur. Paul Kagame, lui au moins il mérite ce nom de bâtisseur. A construit les hôpitaux dans son pays, a fait équiper les hôpitaux dans son pays et a envoyé un grand nombre de médecins se spécialiser ici en Afrique du Sud. On a vu ici des gens qui étaient en formation dans toutes les spécialités de médecine. Des chirurgiens, des cardiologues, des pédiatres et tout. Et tous, quand ils sont finis, ils sont allés à Kigali. Allez regarder aujourd'hui. Le Rwanda n'évacue pas les malades en Afrique du Sud. Le Rwanda n'envoie plus de malades en Afrique du Sud. Déjà qu'avec la France, c'était coupé, donc ils ne vont pas en Europe. Avant, les Rwandais venaient ici en Afrique du Sud. Ils ne viennent plus. Les malades rwandais sont soignés au Rwanda par le personnel soignant rwandais formés en Afrique du Sud. Mais nous pouvons le faire aussi pour nous-mêmes. Nous pouvons le faire. Ce que je fais ici, les prestations que je fais ici, que les autres collègues font, mais dans les mêmes conditions, on peut le faire à Brazzaville. On peut le faire à Oando. On peut le faire à Kinkala. Pourquoi pas? Avec l'avantage d'être chez nous, chez nous-mêmes. Donc les vacances, on n'est pas obligé d'aller, je ne sais pas, aux Bahamas ou je ne sais pas, à Dubaï. Non, si je suis à Kinkala, je me dis, bon, c'est des vacances, je prends ma voiture, je vais à Oando. Je prends mon tcham à Oando, je mange mon poisson au bord du fleuve Kouyou. Ça permet de se relaxer en zone où il y a plus d'oxygène. Voilà. Est-ce que c'est difficile de faire cela? 40 ans au pouvoir, 60 ans d'indépendance, tant d'argent dans le pays. On fait des fêtes. Et au lieu d'apporter le bonheur aux citoyens, on les élimine, on tue, on assassine, on dit que bon, c'est le coronavirus. Que c'est le coronavirus. Mes chers amis, nous sommes dirigés par des gens. Honnêtement, quand je dis que je n'ai pas de respect pour ces gens, les gens me prennent par exemple pour un extrémiste.
Je n'ai pas de respect pour ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui. Aucun respect. Parce que c'est des gens sans cœur. Parce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire dans nos hôpitaux ici? Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Moi, j'ai travaillé au CHU. J'ai travaillé au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Moi, Dieudonné Ngoma. Au CHU, on opérait. Moi, j'étais dans le département d'urologie. Nous avions 2 journées opératoires. On opérait les mardis et les jeudis. Les lundis et les mercredis, je crois... Non, les mercredis... Oh, voilà, j'ai eu un petit souci avec mon Wi-Fi. Je dois aller le remettre sous charge. Je disais que moi, j'ai travaillé au CHU de Brazzaville. On faisait beaucoup de choses au CHU. Mais je pense qu'on pouvait faire nettement mieux. On pouvait faire nettement mieux. On pouvait opérer le son, la connexion. Mais je ne sais pas, vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez, Tom. J'ai eu un souci entre-temps avec mon Wi-Fi. Alors, je vois les thumbs up, donc ça va. C'est revenu. Ah, ok, d'accord, merci. Je disais que moi, j'ai travaillé au CHU, donc je sais de quoi je parle. Au CHU, on faisait des choses, mais on pouvait mieux faire. Et ce que nous faisions au CHU, on peut le faire sur le reste du pays. On pouvait construire des hôpitaux à Ouesso, à Ifo. Imaginez par exemple, mes chers compatriotes, imaginez un malade, pardon, un malade avec une pathologie déterminée qui soit à Bétou. Ce monsieur doit donc parcourir tout le long de la République. Il doit quitter Bétou jusqu'à Brazzaville pour se faire soigner. Il faut qu'il trouve des moyens de se déplacer. Arrive à Brazzaville, se faire soigner. Il faut qu'il, avant et après ses soins, qu'il reste quelque part. Donc il doit louer une maison. Mais avec quels moyens? Et trouver un billet pour repartir chez lui à Bétou. Le gouvernement, dans la politique du gouvernement aujourd'hui, il faut que ce soit mettre des structures vers les populations. Un gouvernement de proximité. L'hôpital public aujourd'hui, nous ne pouvons pas concentrer cela à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Il faut aller construire l'hôpital à Ouesso. Il faut qu'il y ait un hôpital à Ifondo. En ce moment-là, le Congolais qui est à Bétou, qui a des soucis de santé, il doit parcourir une distance qui soit plus courte pour venir obtenir des soins de qualité chez lui à Ifondo. Quitte à ce que si à Ifondo on ne peut pas faire des prestations qui soient conformes à la maladie du patient, en ce moment-là, l'État prend en charge son évacuation, mais sur Brazzaville, ou sur Owando, ou sur Oyo. Avant d'aller à Brazzaville, le CHU de Brazzaville devait être l'ultime centre. C'est-à-dire que quand on ne peut plus au CHU de Brazzaville, c'est en ce moment-là qu'on peut contempler d'envoyer le malade à l'étranger. Mais on peut aussi faire venir des soignants de l'étranger pour venir soigner nos malades sur place. On peut signer même des contrats comme ça, à court terme. C'est-à-dire que pour les pathologies, des malades qui peuvent attendre un moment, on peut comme ça avoir par exemple 50, 60 malades, on les garde sur place à Brazzaville, puisque nous avons des équipements finalement. Nous avons du matériel, nous avons un plateau technique adéquat. On fait venir maintenant un soignant. Si c'est un ophtalmologue qui nous manque, on fait venir un ophtalmologue de France pour dire, bon, voilà, nous avons par exemple 60 malades à opérer à Brazzaville, est-ce que vous pouvez venir? Voici ce que nous vous donnons. Vous lui donnez peut-être 30 millions, 40 millions, il vient, il opère 60 malades, il est reparti. Ça coûtera nettement moins cher que de faire partir ces malades en France. Ou de les laisser mourir, parce qu'il n'est pas normal de laisser mourir des gens. Vous savez la peine que nous avons des soignants. Quand nous rentrons chez nous, quand vous regardez de façon rétrospective les malades que vous avez laissés à l'hôpital et qui ont échappé, qui sont
décédés qui sont morts à cause des insuffisances parfois du système. Quand vous arrivez chez vous, vous êtes abattu. Parfois, vous rentrez à la maison, vous êtes triste. On vous pose même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Pourquoi vous êtes triste? Mais parce que nous pensons que nous pouvions faire mieux pour sauver un malade. Chaque décès que nous enregistrons à l'hôpital, ça nous fait du mal, de la peine. Mais encore chez nous ici, les gens ne meurent pas seulement de n'importe quoi, mais au Congo, les gens meurent d'hypoglycémie. Donc le taux de sucre sanguin est bas et la personne meurt. Alors qu'il suffit de donner même un petit verre de Coca-Cola pour sauver la vie de la personne. Un petit verre de Coca-Cola pour sauver la vie de la personne. Mais les gens meurent. Nous pouvons prendre des initiatives au Congo pour lesquelles on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Le dépistage, par exemple, pour l'hypertension artérielle. On peut, comme cela, en un week-end, où on se dit, par exemple, le mois de février, tous les week-ends, donc tous les samedis, tous les dimanches du mois de février, nous allons faire le dépistage de l'hypertension sur la population congolaise. Donc, on demande à tout le monde d'aller dans les dispensaires de chaque quartier, les hôpitaux, de chaque région, de chaque district, pour mesurer la tension artérielle et enregistrer. Et on dira, bon, monsieur Ngoma, vous avez votre tension artérielle qui est de temps. Et monsieur Malonga, monsieur Itwa, votre tension artérielle est élevée. Il faut un suivi. Il faut revenir à l'hôpital. Ainsi de suite. Ça nous permettra à la fin du mois de février, à la fin de la campagne donc, de dépistage de l'hypertension artérielle ou du diabète, d'avoir une idée de l'incidence de l'hypertension dans notre pays. Combien nous avons des hypertendus dans notre pays? Parce qu'à la base, nous avons aujourd'hui, c'est vrai, les pathologies comme les AVC ou les crises cardiaques, mais c'est lié à l'hypertension artérielle. C'est bien de savoir combien nous avons d'hypertendus dans notre pays. Parce que même la politique sanitaire du gouvernement en ce moment la change. C'est-à-dire que les médicaments que nous allons importer, nous savons que nous avons par exemple une incidence assez importante des malades hypertendus. Il faut maintenant faire venir des médicaments pour combattre l'hypertension, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait jamais rupture de ces médicaments. Si nous savons combien de diabétiques nous avons dans notre pays, ça nous permet de faire des prévisions au niveau même du ministère de la Santé. Parce que chaque malade diabétique doit avoir un petit kit pour contrôler son sucre sanguin à la maison ou dans le dispensaire à côté. Il peut aller tous les 3 jours aller se faire piquer. S'il a les moyens, il peut acheter son propre kit. C'est important de faire cela. Quand j'ai eu la brouille avec le professeur Bileko, c'est en ce moment-là que j'ai su qu'il était inspecteur général de la santé. Mais il y a des insuffisances au niveau de l'inspecteur général de la santé du Congo. Et j'ai remis ça sur ma réponse, mon élément de réponse à tout ce qu'il m'a écrit. L'inspecteur de santé fait quoi? L'ordre de médecins. Il me parle de l'ordre de médecins. Bileko a menacé de me transférer, de me confier à l'ordre de médecins pour sanction. L'ordre de médecins du Congo. Alors qu'il n'y en a pas un. Il y a un ordre de médecins, mais qui n'existe que de nom. Qui n'existe que de nom. Alors que dans d'autres pays, l'ordre de médecins joue un rôle très important de protection des populations. Parce qu'un médecin aujourd'hui, quand tu as une attitude qui est de négligent, tu as une attitude où tu offenses des malades, tu offenses les malades plutôt, tu insultes les malades, tu agresses parfois des malades et tout ça là. Mais ce n'est que l'ordre de médecin qui peut te discipliner. Mais au Congo, il n'y a pas l'ordre de médecin. Un médecin qui tue votre parent comme ça par négligence, vous l'emmenez où au Congo? Dites-moi d'abord. On fait quoi au Congo? Est-ce que vous allez appeler les gendarmes du quartier, les policiers du quartier pour dire ce monsieur a tué? Mais quelle est la procédure qui va être entamée en ce moment-là? Parce que vous allez au tribunal, qui êtes-vous pour définir que
votre papa a été tué par le médecin et qu'il y a une faute du médecin. Ce n'est pas le gendarme, ce n'est pas le policier, ce n'est même pas le juge, ce n'est pas le magistrat, ce n'est pas le procureur qui va déterminer cela. Mais l'ordre du médecin peut être interrogé par le procureur pour dire « mettez à notre disposition un expert pour regarder cette affaire ». En ce moment-là, on prend un expert qui prend le dossier de votre papa et qui le consulte, qui le parcourt et qui, en ce moment-là, met en exergue les erreurs de ce médecin. Pour dire oui, voilà, il avait une tension qui était élevée. On n'a rien fait, on n'a pas donné de médicaments pour la tension. Il avait un taux de cholestérol qui était aussi élevé. Bon, le monsieur avait une saturation en oxygène. Il avait une hémoglobine de temps. Ça permet à un expert de pouvoir déceler des fautes. Et en ce moment-là, l'ordre de médecin, d'abord, peut discipliner ce médecin pour dire on vous sanctionne, on vous retire le permis d'exercice de la médecine au Congo. Pendant 6 mois, vous ne pouvez pas exercer. Même si vous êtes au CHU de Brazzaville ou de Pointe-Noire, vous ne pouvez pas exercer. Donc pendant 6 mois, on vous coupe le salaire. Puisque si vous n'êtes pas enregistré à l'ordre de médecin, vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail. Même à l'État ou en privé, vous êtes interdit d'exercer la médecine. Pendant 6 mois. Quand on vous a fait ça, vous n'allez plus aborder les malades avec dédain, avec l'indifférence, avec violence. Vous ferez attention à tout ce que vous faites. C'est ça la différence. Quand vous voyez aujourd'hui, en France, tu peux même engueuler un médecin. Mais le médecin ne répondra pas. Parce que le médecin est un peu en position de faiblesse. S'il t'engueule, ou s'il te traite de tous les noms, il y a un ordre de médecin qui ne va pas échapper, auquel il ne va pas échapper. Les sanctions de l'ordre de médecin sont souvent très lourdes. On ne peut pas vous mettre en prison, c'est vrai, mais on peut vous retirer la licence, le permis d'exercice. On peut vous rayer des effectifs de l'ordre de médecin. Et quand c'est fait de cette façon, vous ne pouvez plus exercer la médecine dans votre pays et dans n'importe quel autre pays. Parce que quand je suis ici en Afrique du Sud, si je veux aller travailler aux États-Unis comme médecin, ou je ne sais pas, en Angleterre comme médecin, je dois m'inscrire à l'ordre de médecin des États-Unis ou de l'Angleterre. Mais avant que je ne sois inscrit, je dois passer d'abord les étapes, les examens et autres choses. Même quand j'ai passé tous ces examens, j'ai réussi à tous ces examens, l'ordre de médecin des États-Unis ou de l'Angleterre va demander à l'ordre de médecin de l'Afrique du Sud le dossier de Dieudonné Ngoma. Comment était-il? Est-ce qu'il a été renvoyé? Est-ce qu'il y avait des fautes? Est-ce qu'il y a des procès en vue contre lui, en attente? Si l'ordre de médecin de l'Afrique du Sud communique à l'ordre de médecin des États-Unis que M. Dieudonné Ngoma a été sanctionné parce qu'il avait violenté un malade, parce qu'il avait tué un malade, parce qu'il a été négligent vis-à-vis de plusieurs malades, même si j'étais le meilleur et avoir passé tous les examens, attendez un instant, avoir passé tous les examens d'aptitude pour être finalement reconnu et exercer en Angleterre ou aux États-Unis, ben, où est la clé de ma voiture? D'accord, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, je ne serai pas inscrit. Même si je suis le meilleur médecin, même si j'ai fait des bonnes notes, on ne me prendra pas parce qu'il y a un ordre de médecin qui retient des informations sur moi, comme quoi je suis un mauvais médecin sur le plan relationnel, des relations avec le malade, ou sur le plan des pratiques, des connaissances peut-être. Et nous n'avons pas l'ordre de médecin au Congo-Brazzaville. Déjà, l'inspecteur de la santé qu'il est, M. Bileko, il y a des cliniques coréennes que j'ai vues, moi, de mes propres yeux, à Pointe-Noire. Elles existent toujours. Au moment où je vous fais cette vidéo, ces cliniques sont là, existent. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, vous allez à l'hôtel La Pontenegrine. Je crois que c'est le quartier Lumumba, hein, le grand marché de Pointe-Noire. Vous avez l'hôtel La Pontenegrine. Juste à côté de la Pontenegrine, je vois c'est le même bâtiment, donc en annexe là, il y a une clinique coréenne. Dites ça à Bileko. Dites à Bileko qu'il y a une clinique coréenne. Et quand vous voyez les pancartes devant la clinique, on vous dit que bon, voilà, ils traitent tout.
toutes les pathologies de ce monde-là, ils les traitent là dans cette clinique. C'est des Coréens, est-ce que c'est des Vietnamiens, est-ce que c'est des Chinois, est-ce que c'est... Qui exerce? Quel est ce médecin qui est expert en tout? Et nous en avons comme ça, j'ai vu 4 dans la ville de Pointe-Noire. À moins que je suis passé 2 fois au même endroit. Parce que je ne connais pas très bien la ville de Pointe-Noire. Mais à la Pontenay, parce que j'étais logé à la Pontenay-Green. Donc, chaque matin, quand je sors, quand je pars consulter mes courriers, il y a un café internet, il y a un cybercafé à côté. Et à côté, c'est la clinique. Donc, vous avez l'hôtel à Pontenay-Green, il y a le cybercafé. Et à côté, c'est l'hôpital, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, la clinique coréenne. Elle existe là, au moment où je vous parle là, cette clinique existe. Et on me dit qu'il y a un inspecteur de la santé qui est M. Bileko. Dans cette clinique coréenne, on assassine des Congolais. Les Congolais sont traités par des... mais qui ne sont pas des médecins en plus. Des étrangers, des charlatans qui viennent de l'étranger, qui viennent tuer nos compatriotes comme ça. Où est l'inspecteur de la santé? Les cliniques, pilules partout, des cabinets médicaux partout, vous les trouvez là et tout. Mais qui va constater si réellement ce sont des médecins qui travaillent? Est-ce qu'ils sont inscrits même à votre ordre de médecin? Mais où est le sérieux? Mais est-ce qu'on peut être fier d'être l'inspecteur de santé quand il y a des gens à Dolisie, tout récemment, je crois que c'est à Dolisie ou en Caï, où un monsieur a fait une ordonnance pour un parent du docteur Pandi, Michel, qui est à Paris. Et quand le docteur Pandi l'appelle, parce qu'il était en direct, il donnait des réponses comme si c'était vraiment un médecin. Alors qu'il n'est pas médecin. Ce n'est qu'à la suite de cette interpellation publique comme ça, faite par le docteur Pandi, que cette clinique en Caï avait été fermée. Cette clinique était vraiment populaire en Caï. Nul n'était l'appel patriotique fait par le docteur Pandi Michel Ondongo, qui est à Paris. Le monsieur là allait continuer à tuer les Congolais en Caï. À Brazzaville, il y a aussi des charlatans comme ça. À l'hôpital de Mayeye. À l'hôpital de Mayeye, celui qui fait office de médecin dans cet hôpital est un Congolais de la RDC, qui n'est pas médecin, qui n'est peut-être même pas infirmier. Et la plus grave, vous savez quoi? Ce charlatan qui est à Mayeye fait des transfusions sanguines d'une personne à une autre, sans chercher à établir la compatibilité ou l'incompatibilité. Donc il prend le sang par exemple de M. Pascal Oba qui est là en ligne et il transfuse, il donne à M. Alain qui est là aussi en ligne. Sans chercher la compatibilité. Si c'est le groupe A, si c'est le groupe B, si c'est le groupe AB, si c'est le groupe O. Non, il prend le sang parce que vous avez besoin de sang, vous avez une anémie. Il vous transfuse directement. Et comme ça, beaucoup de gens sont infectés au VIH-Sida. Et comme ça, beaucoup de Congolais meurent. Et Bileko a le toupet de venir me répondre. Lui qui est inspecteur général de la santé au Congo-Brazzaville. Et si ça se passe à Mayeye, il y a certainement des cas partout. Même à Wenze à côté. On regarde, on est chef, on est inspecteur général de la santé, on est inspecteur régional, on est directeur départemental de la santé, on prend la bière tous les jours et on s'en fout de tout le monde. Alors que l'État vous paye pour remplir des missions. L'État vous ajoute les indemnités parce que vous êtes directeur départemental de la santé. Faites parvenir cette vidéo au directeur départemental de la santé du Kwilu, à l'inspecteur général de la santé du Kwilu. Peut-être que j'indexe Bileko pour rien. Dites-lui qu'à côté de l'hôtel La Pontenay-Green à Pointe-Noire, à côté du cybercafé, il y a un Coréen qui est là, il y a une clinique coréenne. Je veux voir cette clinique fermée. Je veux voir ce Coréen, ce Chinois ou ce Vietnamien, ou peut-être même le Congolais, arrêté, mis en prison. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé des gens.
Aujourd'hui, quand vous appelez les gens au pays, où vous avez par exemple votre téléphone qui sonne à tout moment, pour vous annoncer des décès, un tel est décédé, un tel est décédé, un tel est décédé. Vous allez à la morgue, c'est des centaines de corps qui sortent tous les jours. Mais cela ne vous fait rien vraiment. Vous pensez que nous parlons, nous critiquons, nous dénonçons juste pour envie de dénoncer? Ou vous pensez que nous sommes malheureux, donc on vous envie? Mais pas du tout. Pas du tout, messieurs amis. Envier? Qui? Un ministre? Un député? Vous pensez qu'ils vivent mieux que nous? Mais vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Vous serez très surpris. Mais parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on traite ses compatriotes de la sorte. Avec dédain. On laisse les gens mourir. On n'exerce aucun contrôle. N'importe qui peut venir au Congo dire, bon, je suis médecin. Il ouvre son cabinet. Il commence à soigner vos compatriotes. Il les tue un à un. Et vous êtes là. Vous allez prendre votre bière. Vous allez danser, je ne sais pas, Ngonza. Ah ben, mes chers amis, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. La santé, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très important dans un pays. Très, très, très important. La santé. Je crois qu'aujourd'hui, dans le budget national, il y a la santé et l'éducation qui devaient avoir le plus grand pourcentage dans notre budget. Comme ça se passe dans d'autres pays. Vous allez aux États-Unis, vous allez pourtant c'est un pays développé. Vous allez en Chine, vous allez dans des pays développés. Le budget alloué pour l'éducation. Parce que la formation, elle est continue. La formation ne s'arrête pas. La santé, il faut toujours faire en sorte que ça s'améliore. Même quand vous avez tout, tout va bien, il faut l'enveloppe sociale et tout. On augmente. On améliore toujours. Et le social chez nous. Les enfants abandonnés. Pourquoi il y a des enfants qu'on appelle les bébés noirs? Mais il y a mon frère Ferréol Obembe qui a rencontré ces bébés noirs à Brazzaville ou je ne sais pas, à Pointe-Noire. Il s'est entretenu avec certains de ses enfants. Qui ne sont pas tous des enfants abandonnés, mais qui sont dans des foyers démunis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger, ils sont obligés d'aller faire du pickpocket. Mais quand il va faire le pickpocket, il a peur d'être agressé, il y va avec une machette. Il y va avec un couteau. C'est parce que l'État n'assiste pas les familles démunies chez nous au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, quand tu es handicapé, tu es albinos, ou tu es déficit visuel, ou tu es sourd-muet, c'est fini, la vie pour toi s'arrête là. Il n'y a pas de pension pour ça, pour les gens qui sont sourds-muets, pour les handicapés. Et ma voiture. Et ma voiture. Ah, là, voilà. Voilà, je ferme un peu les fenêtres parce qu'il pleut un peu chez nous ici maintenant. Voilà. Où est l'enveloppe sociale? Les personnes du troisième âge, qu'ils aient travaillé ou pas. Un Congolais qui a 65 ans, qui a 70 ans, qui a au Wando, même s'il n'a pas travaillé. Mais il y a ce qu'on appelle la pension du troisième âge. Ici, en Afrique du Sud, toute personne qui a 60 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes, tous, qu'ils aient travaillé ou pas, qu'ils aient cotisé ou pas, il y a une pension pour eux. On donne à tout le monde. Les personnes handicapées en Afrique du Sud, quand vous allez chercher du travail dans le secteur étatique, s'il y a le travail adapté pour votre handicap, on vous le donne en priorité. Vous êtes albinos, vous avez donc un déficit de la vision,
On vous donne du boulot. Vous avez une jambe amputée, vous allez chercher du boulot, on vous le donne. Il y a des aveugles qui travaillent. Chez moi, dans mon quartier, quand vous allez au siège de la municipalité, il y a un aveugle qui est là, qui prend des renseignements. Vous venez, vous lui parlez, il vous répond. Vous posez des questions parce qu'il a la possibilité avec le doigtier, avec ce bout du doigt, de pouvoir taper sur le clavier. Il vous donne les informations, il lit. Il vous renseigne. Mais chez nous, si tu es aveugle, tu es foutu. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as une jambe amputée. D'abord parce que chez nous, les prothèses, les gens ne connaissent pas cela. Et donc tu es là, si tu as un mangue chez toi, bon, et quand la mangue tombe, en ce moment-là, tu peux manger. Sinon, tu es abandonné, quoi. L'État abandonne les citoyens. Les personnes du troisième âge doivent être prises en charge par l'État. Il doit avoir un fonds de solidarité pour cela. Parce que ce sont des citoyens du Congo-Brazzaville. Ce sont des citoyens du Congo-Brazzaville. On nous a parlé, entre-temps, de la césarienne qui devait être gratuite. Il y a une sœur qui m'avait appelé pour cela déjà, il y a quelques années, pour me demander mon avis. J'ai dit oui, la césarienne gratuite. Mais il n'y a pas que la césarienne qui devait être gratuite. Les soins primaires devaient être gratuits au Congo. Parce qu'un malade qui est à Sibiti, à Mosenjo, à Evo, à Epena, qui est hypertendu, qui ne travaille pas, c'est un cultivateur. Vous faites quoi? Vous le laissez comme ça? Non. Il doit pouvoir aller à l'hôpital et doit être pris en charge par l'État. L'État doit pouvoir lui donner des médicaments pour se faire soigner de son hypertension artérielle. Les médicaments, on peut trouver des génériques. Les génériques, on peut les fabriquer chez nous au Congo. On peut créer un laboratoire pour fabriquer des médicaments génériques. On peut créer à l'île Mbamou, on peut créer à Okoyo ou à Mbomo un laboratoire là-bas, on met en Gamboma, un laboratoire qui fabrique des produits génériques, pharmaceutiques génériques. De toutes les spécialités. En ce moment, on n'a pas de problème de couverture. Parce que, comme j'ai dit, le vieux de Pena ou je ne sais pas de Mouzionzi, qui est hypertendu, qui doit prendre ses médicaments, qui n'a pas d'enfant qui travaille, qui n'a pas une activité rémunératrice, qui n'a pas d'argent, mais qui veut être en vie parce que c'est un citoyen du Congo. Mais il doit pouvoir aller à la clinique et il doit pouvoir bénéficier des soins. C'est-à-dire qu'on va lui donner son paquet, on dit, papa, voici des médicaments, tu prends un comprimé tous les jours. Pour faire contrôler ta tension. Et à chaque visite, on fait mesurer sa tension pour voir de combien elle est. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. On n'a pas besoin des milliards. On n'a pas besoin de payer des indemnités, je ne sais pas de combien aux gens pour faire cela, pour proposer ne fût-ce que cela. Est-ce que les enfants congolais qui sont à Bétou sont vaccinés? Pas contre le coronavirus, mais les vaccins ordinaires. Est-ce qu'il y a, peut-être que j'exagère, hein, parce que je vis à l'étranger, mais dites-moi, est-ce que les enfants de Bétou, peut-être pas de Bétou centre, mais dans les fonds de Bétou, là, est-ce que les enfants sont vaccinés? Est-ce que les populations autochtones, les peuples autochtones qu'on appelle les pygmées chez nous, sont vaccinés? On parle de programme élargi de vaccination. Est-ce qu'on vaccine tout le monde? À notre époque, il y avait ce qu'on appelait les groupes mobiles. Les groupes mobiles, c'était des cliniques mobiles qui partaient de village en village où l'on vaccinait les gens. Tous les enfants devaient être vaccinés. Ils venaient souvent les dimanches. Comme ça, tout le monde est dans les villages et on vaccine tout le monde.
Ils partaient de village en village pour vacciner. Et on assurait la... Ça, c'est au temps de Ngwabi, Marien. Mais au temps de Sassou, est-ce que les enfants congolais sont vaccinés? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on a dit un charlatan à Maïeyi qui fait des transfusions de sang direct sans tenir compte de la compatibilité ou de l'incompatibilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle à ce niveau. Ça veut dire que même les médicaments qu'il administre, c'est peut-être des trucs même faits par exemple, je ne sais pas, dans la rue, quelque part, et puis il administre, il tue les Congolais. Ils sont fous. Mais c'est ça aussi l'attitude de l'État. L'État s'en fout. L'État s'en fout. Moi, ministre de la Santé, si l'État ne met pas à ma disposition des moyens de faire appliquer tout ce que je suis en train de vous dire, je démissionne. J'expose le pouvoir dans ma lettre de démission. Je passe à la radio et à la télévision, j'annonce au public, voilà ce que l'État ne veut pas mettre à ma disposition pour changer, améliorer les conditions de vie, pour améliorer les conditions de santé des populations congolaises. Et quand j'aurai fini de faire ça, je vais voir le chef du gouvernement pour dire, moi je ne peux pas travailler avec vous, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas voir mes compatriotes en train de mourir comme ça. Je ne peux pas accepter qu'un hôpital comme le CHU de Brazzaville, qu'il n'y ait pas de médicaments aux urgences, que chaque malade qui y vient doit prendre une ordonnance pour lâcher les médicaments. C'est pas normal. Ça ne peut pas être un CHU. Il faut changer de nom du CHU de Brazzaville. Il faut l'appeler l'hôpital de Brazzaville, hein, l'hôpital général de Brazzaville. CHU, centre hospitalo-universitaire, où vous allez aux urgences, vous avez une crise d'asthme, vous avez de la peine à respirer, on vous donne une ordonnance, vous devez aller à Ngamakoso pour aller acheter les médicaments à Ngamakoso. Le temps que vous revenez, quand vous atteignez, vous êtes du côté du rond-point Kulunda, on vous annonce déjà que votre parent est mort. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Et ceux qui meurent, malheureusement, ce ne sont pas que les pauvres. On a vu des généraux du Congo-Brazzaville mourir au CHU de Brazzaville, là. Le même CHU, là. Même le général. Tu ne peux pas comprendre que par toi peut venir le changement du Congo-Brazzaville. Tu meurs là aussi comme un cafard. On a vu les ministres, les anciens ministres notamment, mourir là au CHU de Brazzaville ou à l'hôpital militaire. Des dignitaires du Congo meurent au CHU, démunis. Démunis. Parce que le CHU n'est pas réellement un CHU. C'est un bâtiment qui a 4 murs, un toit, qui a des gens qui sont là, qui sont des charlatans, des commerçants. Oui, je dis bien des commerçants. Des commerçants au CHU de Brazzaville. J'ai travaillé au CHU de Brazzaville. Je sais de quoi je parle. Il y a des commerçants dans l'hôpital qui prennent des frais de consultation du malade. C'est-à-dire qu'il dit au malade, tu me donnes l'argent et moi je t'emmène voir le médecin. Alors que le malade, on devait l'indiquer où se trouve la caisse pour payer ses frais. Non, il prend l'argent, il met dans sa poche, après il dit, bon, je t'emmène voir le médecin. Ah, docteur Ngoma, na yelo na motunangai. Ah, oui, il y a ça, nokonanga. Nokonanga, donc voilà, il faut travailler bien. Entre temps, le monsieur a pris l'argent. L'argent qui devait aller au trésor public. Et quand vous voyez ce malade, vous lui donnez une ordonnance, bon, lui, il va acheter les médicaments, le pauvre. L'État n'a pas eu sa part. Mais il faut faire des prévisions pour que ceux qui n'ont pas de moyens puissent aussi se faire soigner. C'est-à-dire qu'un malade qui vient, qui a fait une crise d'épilepsie, ou qui est en train de convulser, on ne peut pas lui dire, bon, paye-nous d'abord, paye la consultation pour qu'on... On doit soigner automatiquement. Les urgences, on ne peut pas attendre. Les urgences, on n'attend pas.
Vous faites une crise cardiaque, là, vous avez des douleurs à la poitrine. On ne peut pas attendre qu'on envoie quelqu'un à, je ne sais pas, au rond-point Kulunda pour aller acheter les médicaments. Les médicaments doivent être là, à l'hôpital. Mais curieusement, il y a une pharmacie hospitalière au CHU de Brazzaville. Allez visiter cette pharmacie. Les stalls sont vides. Mais c'est quelle pharmacie? Ça, c'est quel CHU, ça? Et quand on parle comme ça, on est contre Sassou, on est contre le PCT, on est fiché, on veut nous assassiner, on veut nous empoisonner, on veut nous éliminer, tout simplement. Est-ce que c'est mauvais ce que nous disons là? Est-ce mauvais s'occuper de son peuple, de faire en sorte que son peuple ait de l'eau, de l'électricité? Mais quand on a assuré le minimum à son peuple, le peuple ne peut pas faire d'autres réclamations. Regardez à Dubaï. Vous avez déjà vu un Émirati aller dire, bon, voilà, nous voulons la démocratie. Nous voulons aller aux élections. Mais ils s'en tapent les élections. Parce qu'ils ont chacun d'eux un habitat. Ils ont chacun d'eux un emploi ou une entreprise à gérer. Parce que 80% de la population de Dubaï, c'est les étrangers. Donc, ils sont patrons. Mais ils n'ont pas ils ont des hôpitaux. Quand vous allez à l'hôpital de Dubaï, mais c'est comme si vous allez au Radisson. C'est comme si vous allez à l'hôtel de Radisson. Là. Quand vous voyez l'hôtel Radisson, comme ça, c'est propre comme ça. Là. Les hôpitaux de Dubaï. Les Émiratis sont chefs de tout ce qui existe chez eux. Vous venez, vous allez construire un hôtel à Dubaï. On vous dit, d'accord, vous pouvez construire l'hôtel. Vous serez le PDG. Mais l'adjoint doit être un Émirati. Toutes les entreprises, toutes, ils ont pour adjoint les Émiratis. Quand ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires, bien entendu. Ils ont le contrôle. Mais ils n'auront jamais le temps d'aller demander à Ben Mohamed que voilà, nous voulons les élections. Tu es resté là longtemps, 40 ans. Mais les Congolais, 40 ans, 60 ans, tu peux rester longtemps au pouvoir, tu peux rester infiniment au pouvoir. Les Congolais s'en taperaient. Mais si et seulement si vous leur aviez garanti l'emploi, l'habitat, les soins, l'éducation, les infrastructures de base, les routes et tout, l'eau, l'électricité. Si on avait garanti cela aux Congolais, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait aucun problème avec Sassou Nguesso. Mais comme ce n'est pas fait ainsi, le combat doit se poursuivre. À très bientôt, mes chers compatriotes. Désolé d'avoir pris tout ce temps pour vous parler, mais nous continuerons à parler du Congo et nous continuerons à sensibiliser. Nous n'avons aucune volonté d'aller faire du carnage au pays, aller, je ne sais pas, tuer, massacrer les peuples. Non, nous, ce n'est pas ça. Nous voulons que le Congo devienne un pays qui soit respectable, comme le Botswana, comme même l'Angola, qui est à côté, pourtant. Voilà. Nous voulons juste un Congo meilleur. Nous voulons juste un Congo meilleur. Excellent week-end à vous. Merci.